Tu crois que ton silence te protège. Tu penses que marcher seul dans ce monde te met à l'abri du bruit, du chaos, des jeux de pouvoir. Mais ce que tu ignores, c'est que ton calme attire les prédateurs. Comme une lumière fixe dans la nuit attire les insectes affamés. Ton isolement, ton autonomie, ta lucidité deviennent une menace pour ceux qui vivent dans la manipulation. Tu es la cible parfaite, justement parce que tu ne joues pas à leur jeu. Cette vidéo n'est pas pour te rassurer. Elle va exposer des vérités que tu as toujours senties, sans jamais pouvoir les nommer. Reste jusqu'au bout. Et surtout, écris en commentaire. Je préfère être seul qu'entouré de poison. Abonne-toi, car ce que tu vas découvrir ici n'est pas enseigné. C'est ressenti, traversé, vécu. Et un jour, compris. À la fin de cette vidéo, tu verras pourquoi être seul est une malédiction pour eux. Depuis les premiers cercles de feu dans la nuit primitive, l'homme solitaire a toujours dérangé. Dans les temps anciens, on le prenait pour un devin, un fou ou un démon. Dans les sociétés gréco-romaines, les stoïciens comme Épictète dérangèrent déjà les foules par leur détachement. Plus tard, Schopenhauer, puis Nietzsche, furent eux aussi traités de misanthropes pour avoir osé s'éloigner de la médiocrité collective. Le solitaire perçoit ce que le groupe nie, les mensonges convenus, les hiérarchies absurdes, les compromissions quotidiennes. Et c'est précisément ce regard sans masque qui attire les toxiques, car ils menacent l'ordre illusoire qu'ils veulent maintenir. La psychologie moderne, bien qu'aseptisée, confirme ce phénomène. L'indépendance émotionnelle active les mécanismes de contrôle chez ceux qui vivent par le regard des autres. Mais cette vérité a été étouffée, car elle dénonce un système entier fondé sur la dépendance mutuelle. Et le solitaire, lui, brise cette chaîne par sa simple présence. Il y a dans chaque âme solitaire des fissures silencieuses que personne ne voit, mais que les esprits toxiques ressentent avec une précision chirurgicale. Ces fractures ne viennent pas de la faiblesse, mais de l'intensité. Et c'est précisément cette intensité, mal comprise, qui attire ceux qui veulent la voler, la briser ou s'y greffer comme un parasite. La première fracture invisible de l'âme solitaire, c'est sa lucidité précoce. L'âme solitaire voit avant les autres. Elle perçoit les tensions dans les regards, les faux accords dans les voix, les jeux de pouvoir derrière les sourires. Dès l'enfance, elle sent que quelque chose cloche dans la normalité imposée. Elle ne se rebelle pas bruyamment, elle se retire. Ce retrait n'est pas de la peur, mais une protection contre l'absurde. Mais cette lucidité, à force de grandir dans un monde qui la nie, devient une blessure. Car personne ne veut entendre ce que le solitaire voit. Son silence devient son abri, mais aussi sa prison. Il ne partage plus ce qu'il perçoit, et cela crée un vide relationnel. C'est ce vide que les personnes toxiques repèrent. Ils sentent que cette âme ne joue pas. Elle ne ment pas, elle ne s'éblouit pas de l'illusion collective. Et cela les fascine autant que ça les dérange. Car un esprit lucide est un esprit difficile à manipuler. Alors ils s'approchent, non pas pour aimer, mais pour détruire ce qu'ils ne peuvent contrôler. Le solitaire, lui, croit encore à la possibilité du lien. Il ne voit pas toujours que sa lucidité attire ceux qui veulent l'éteindre. Il pense qu'en offrant sa vision, il éclairera l'autre. Mais il oublie que certains préfèrent l'ombre, parce qu'elle leur donne du pouvoir. Ainsi, cette fracture devient un piège, car la lucidité n'est pas une armure si elle n'est pas accompagnée de stratégie. Être lucide sans être protégé, c'est marcher nu dans une guerre invisible. Et les toxiques, eux, sentent cette nudité. Ils s'en approchent doucement, comme on approche un feu qu'on veut étouffer. Mais le feu ne sait pas qu'il est en danger. Il pense qu'on vient se réchauffer. Alors il s'ouvre, il éclaire, il donne. Jusqu'au moment où la main qui le caresse commence à l'éteindre. La deuxième fracture invisible de l'âme solitaire, c'est son besoin désespéré de paix. Derrière le calme apparent du solitaire, il y a une fatigue ancienne, pas celle du corps, mais celle de l'âme. Une lassitude née de conflits absurdes, de paroles creuses, de violences émotionnelles répétées. Le solitaire ne fuit pas le monde, il fuit le bruit des égos, le vacarme des attentes, la cacophonie des mensonges sociaux. Il aspire à un silence intérieur que peu comprennent.
Mais ce besoin de paix, lorsqu'il devient absolu, devient aussi une vulnérabilité. Car les personnes toxiques savent qu'en t'offrant un semblant de calme, elles peuvent entrer dans ta vie. Elles te font croire qu'elles respectent ton espace, ton rythme, ta solitude. Mais une fois installées, elles transforment ce calme en tension constante. Leur présence devient un poison subtil. Le solitaire ne comprend pas tout de suite. Il croit avoir trouvé quelqu'un qui accepte son monde. Il ne voit pas que cette acceptation n'est qu'une stratégie. Le besoin de paix est si fort qu'il pousse parfois à ignorer les premiers signes de dissonance. L'âme solitaire devient tolérante, patiente, compréhensive, trop. Elle endure, elle minimise, elle se tait. Mais à force de vouloir préserver la paix, elle pactise avec la guerre. Et les toxiques savent cela. Ils avancent lentement, sans bruit, comme des ombres qui savent que le silence est leur camouflage. Le solitaire finit par ne plus reconnaître son propre espace. La paix qu'il cherchait est devenue un champ de mine. Mais il reste, parce qu'il espère que le calme reviendra. Il ne sait pas encore qu'avec certaines présences, le calme est un leurre. Il ne sait pas que parfois, pour retrouver la paix, il faut accepter de faire du bruit, de dire non, de rompre. Cette fracture, si elle n'est pas vue, transforme le besoin de paix en acceptation de l'empoisonnement. La troisième fracture invisible de l'âme solitaire, c'est sa capacité à se suffire à elle-même. Le solitaire ne dépend de personne pour exister. Il pense, il ressent, il évolue en silence. Il ne court pas après les regards, les validations, les appartenances. Ce détachement, rare dans une société fondée sur l'exposition et la dépendance affective, devient un parfum étrange pour les personnalités toxiques. Car ce qu'elles cherchent, c'est le pouvoir. Et il est difficile de dominer quelqu'un qui n'attend rien. Alors elles s'approchent, fascinées. Elles veulent comprendre comment tu fais pour être si complet sans elles. Mais très vite, leur fascination devient agacement. Puis frustration. Car elles réalisent qu'elles n'ont pas de prise sur toi, que ton bonheur ne dépend pas de leur humeur, que ton identité ne vacille pas sous leur regard. Elles vont donc chercher la faille. Et souvent, elles la trouvent dans ton humanité. Car même si tu es autonome, tu restes sensible. Tu peux te passer des autres, mais tu apprécies la présence vraie. Et c'est là qu'elles s'engouffrent. Elles jouent la carte de la sincérité, de la connexion rare, du lien spécial. Elles font mine de respecter ta souveraineté. Mais en réalité, elles cherchent à la grignoter, petit à petit. Elles veulent te faire douter de ton isolement, te faire croire que tu n'es pas aussi fort seul. Elles t'encerclent de fausses attentions, de compliments calculés, de petites dépendances affectives. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu te surprends à attendre un message, à adapter ton rythme, à questionner ta solitude. C'est là que la fracture opère, lorsque l'autosuffisance devient un manque simulé. L'âme solitaire ne voit pas toujours ce glissement. Elle croit qu'elle s'ouvre, qu'elle partage. Mais en réalité, elle est infiltrée. Et les toxiques sourient, car leur victoire ne vient pas d'un combat frontal, mais de cette lente colonisation du silence intérieur. La quatrième fracture invisible de l'âme solitaire, c'est sa mémoire émotionnelle amplifiée. Le solitaire n'oublie pas facilement. Il ne refoule pas. Il transforme. Chaque blessure laisse une empreinte. Chaque trahison grave une leçon. Mais ces souvenirs, au lieu de disparaître, deviennent des racines profondes. L'âme solitaire porte en elle une cartographie précise de ses douleurs, de ses échecs, de ses ruptures. Cette mémoire crée une forme de sagesse, mais aussi une sensibilité accrue. Et c'est là que les personnalités toxiques trouvent leur opportunité. Elles repèrent cette densité émotionnelle. Elles sentent que tu as déjà été blessé, que tu portes quelque chose de lourd. Et elles utilisent cela pour entrer en résonance avec toi. Elles se présentent comme des âmes blessées aussi, des survivants de la même guerre. Elles imitent tes douleurs pour créer un miroir trompeur. Tu crois alors qu'il y a compréhension, reconnaissance, intimité. Mais en réalité, ce n'est pas de la résonance, c'est de la manipulation. Ta mémoire émotionnelle devient un outil entre leurs mains.
Elles appuient sur les anciennes plaies pour te maintenir dans une posture d'ouverture. Tu veux guérir ensemble. Tu veux croire que cette douleur partagée est une base solide. Mais tu oublies que certaines blessures ne guérissent pas à deux, surtout si l'autre les ravive intentionnellement. Le solitaire, à force d'intensité, confond parfois profondeur et toxicité. Il croit que ce qui est intense est authentique. Mais l'intensité peut aussi être une arme. Et les toxiques savent comment créer des orages émotionnels pour brouiller ta lucidité. Ta mémoire devient alors ton piège, car tu revis ce que tu n'as jamais vraiment terminé. Et cette répétition te rend vulnérable, réactif, malléable. L'âme solitaire doit apprendre à discerner entre ce qui résonne et ce qui manipule. Sinon, elle devient esclave de son propre passé. La 5e fracture invisible de l'âme solitaire, c'est sa quête d'authenticité absolue. Le solitaire ne supporte pas le faux. Il détecte les intentions déguisées, les flatteries intéressées, les jeux de rôles sociaux. Il cherche la vérité dans chaque relation, même au prix de la douleur. Il préfère une vérité brutale à une illusion confortable. Ce besoin de réel est noble, mais il devient dangereux lorsqu'il est absolu, car il pousse à chercher de la sincérité, même là où il n'y en a pas. Il rend aveugle à la stratégie. Les personnalités toxiques le savent. Elles comprennent vite que tu veux du vrai, alors elles fabriquent un masque d'authenticité. Elles te parlent de blessures, de solitude, de spiritualité. Elles te montrent leur chaos, mais jamais leur contrôle. Et toi, tu crois avoir trouvé quelqu'un qui comprend. Tu te livres, tu ouvres les portes, tu t'exposes, car tu crois que l'autre fait de même. Mais ce n'est pas une réciprocité, c'est une illusion. Le toxique n'est pas sincère, il est efficace. Il dit ce que tu veux entendre, il montre ce que tu veux voir, jusqu'à ce que tu sois assez attaché pour qu'il puisse enfin se révéler. Et là, il est trop tard. Tu es déjà lié. Tu veux comprendre. Tu veux réparer. Tu veux sauver. Parce que tu crois encore que la vérité peut tout guérir. Mais tu oublies que certains n'ont jamais cherché la vérité. Ils cherchent le pouvoir. Et si ton authenticité n'est pas protégée, elle devient une faille. Car elle te pousse à t'ouvrir là où tu devrais te fermer. À donner là où tu devrais observer. À croire là où tu devrais douter. La vérité est une force, mais seulement si elle est armée de discernement. La 6e fracture invisible de l'âme solitaire, c'est son inclination à l'introspection sacrificielle. Le solitaire pense, retourne, questionne, décortique. Il est à la fois le témoin, l'analyste et l'accusé de sa propre histoire. Il cherche la cause de ses douleurs en lui-même avant de la chercher chez l'autre. Cette posture d'auto-analyse, bien qu'élevée, devient un terrain fertile pour les emprises toxiques. Car ceux qui veulent dominer savent que tu ne les accuseras jamais frontalement. Tu commenceras toujours par te remettre en question. Tu chercheras à comprendre ton rôle dans ce qui ne va pas. Tu justifieras l'attitude de l'autre en invoquant ta propre complexité. Et eux, silencieusement, s'en réjouissent. Car chaque fois que tu doutes de toi, tu leur laisses une marge pour t'envahir. Tu es celui qui s'excuse d'avoir ressenti une blessure, celui qui s'interroge sur sa légitimité à poser une limite. Tu crois que ton introspection est sagesse. Et elle l'est, mais elle devient une offrande lorsque tu t'en sers pour te rendre coupable des abus d'autrui. Le toxique, lui, voit ce mécanisme et le nourrit. Il insinue que tout vient de toi, qu'il ne fait que réagir à ton instabilité, à ta froideur, à ta distance. Et toi, tu t'en veux. Tu veux t'améliorer. Tu veux être à la hauteur. Mais tu ignores que dans ce théâtre, tu es le seul à jouer vrai. L'autre ne réfléchit pas, il manipule. Il ne doute pas, il ajuste. Et pendant que tu te débats avec ta conscience, il t'enferme dans une cage dont il a jeté la clé. Le solitaire doit apprendre que l'introspection est une arme à double tranchant, qu'elle peut guérir, mais aussi piéger, qu'elle doit être exercée avec lucidité et non comme une flagellation. Et surtout, qu'il y a une différence entre se remettre en question et se sacrifier pour ceux qui ne se remettront jamais en question eux-mêmes. La 7e fracture invisible de l'âme solitaire, c'est son illusion d'être à l'abri du monde, parce qu'il vit en retrait, parce qu'il limite ses liens, parce qu'il sélectionne ses interactions. Le solitaire croit parfois qu'il est protégé.
Il pense que l'éloignement est une forteresse, que la solitude, parce qu'elle l'apaise, le met à distance des dangers. Mais cette croyance devient une fissure dès lors qu'elle se transforme en aveuglement. Car les personnalités toxiques, elles, n'ont pas besoin d'une invitation formelle. Elles s'infiltrent dans les espaces les plus fermés, dans les liens les plus rares. Parfois même sous forme d'amitié, de spiritualité partagée, de mission commune. Elles ne forcent pas les portes. Elles s'adaptent à ton monde, à ton langage, à tes silences. Et quand elles entrent, tu crois que c'est un miracle. Tu crois que c'est enfin une rencontre vraie, parce que tu avais tant filtré. Mais cette sélection n'est pas une garantie. Car la toxicité, quand elle est subtile, ne se repère pas au premier regard. Elle s'installe dans la durée. Et elle use le solitaire, là où il croyait être le plus fort, dans sa capacité à être seul. Car lorsqu'il réalise qu'il a été envahi, malgré toutes ces barrières, il doute de tout. Il remet en cause son jugement, sa vigilance, sa valeur. Le choc est plus violent encore, car il avait foi en sa solitude comme rempart. Et cette foi trahie crée un vide terrible. C'est là que les toxiques gagnent, en brisant non pas ton lien au monde, mais ta confiance en ta propre capacité à te préserver. L'âme solitaire doit comprendre que l'éloignement n'est pas un blindage, que la lucidité seule ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'instinct, de discernement, de recul, et surtout que le danger ne vient pas toujours de l'extérieur. Il vient souvent de ce qu'on a laissé entrer en pensant que c'était différent. Plus l'âme solitaire cherche à se préserver, plus elle s'expose à ceux qui savent lire ses contradictions. Ce ne sont pas ses faiblesses qui attirent l'emprise, mais ses conflits intérieurs non résolus. Là où elle croit protégée, elle attire. Là où elle pense maîtriser, elle cède. Car ce sont ces paradoxes silencieux qui appellent l'ombre la plus rusée. Le premier paradoxe intime qui nourrit l'emprise, c'est vouloir la paix tout en supportant la tension. Le solitaire recherche la paix plus que tout. Il aspire à des relations calmes, profondes, respectueuses du silence. Mais ce besoin viscéral de tranquillité le pousse souvent à tolérer des comportements toxiques, simplement pour éviter le conflit. Il se tait quand il devrait parler. Il comprend quand il devrait se protéger. Il pardonne quand il devrait partir. Ce n'est pas qu'il ne voit pas, il voit, il ressent, il pressent. Mais il espère toujours que l'équilibre reviendra. Il préfère endurer l'inconfort intérieur plutôt que de créer une guerre extérieure. Et ce choix, à force de répétition, devient une habitude dangereuse. Car ceux qui vivent de domination le sentent. Ils savent qu'ils peuvent instaurer une tension continue, invisible, presque imperceptible, sans jamais être confrontés. Ils prennent peu à peu le contrôle en étirant les limites du tolérable. Le solitaire finit par vivre dans une forme d'angoisse silencieuse, sans jamais pouvoir la nommer. Et chaque fois qu'il pense à rompre, il est paralysé par la peur de détruire le peu de liens qui restent. Ce paradoxe le condamne à une lente agonie émotionnelle. Il veut la paix, mais il nourrit la tension par son silence. Il veut l'harmonie, mais il accepte l'oppression. Il veut préserver le lien, mais il perd son âme. Tant que cette contradiction n'est pas éclairée, elle devient une faille dans laquelle s'engouffre l'emprise. Le solitaire doit comprendre que la paix véritable ne peut exister que si elle repose sur une vérité partagée. Et que parfois, pour sauver la paix intérieure, il faut oser la tempête extérieure. Il faut briser le silence, poser des limites, provoquer le déséquilibre apparent, pour retrouver l'équilibre réel. Car la paix achetée par la soumission n'est qu'une guerre qui change de forme. Le deuxième paradoxe intime qui nourrit l'emprise, c'est être lucide sans savoir se protéger. L'âme solitaire voit souvent plus clair que les autres. Elle capte les non-dits, les intentions cachées, les jeux de pouvoir. Mais cette lucidité ne s'accompagne pas toujours d'une capacité à agir. Elle observe, elle comprend, mais elle n'impose pas. Elle espère que le fait de voir suffit à se préserver. Elle croit que repérer le danger le neutralise. Mais le danger, lui, n'est pas troublé par ta conscience. Il avance, même lorsque tu le regardes. Et parfois, il utilise ta lucidité contre toi. Car tu te dis « Je sais, donc je contrôle ». Mais ce savoir ne devient une arme que s'il est suivi
d'une décision. Or, le solitaire préfère souvent analyser plutôt qu'agir. Il dissèque, il nomme, il anticipe, mais il tarde à fuir, à couper, à dénoncer. Il se donne des raisons, il trouve des excuses, il veut comprendre davantage. Et cette attente ouvre la voie à l'emprise. Les toxiques adorent les lucides passifs, car ils savent que ces êtres voient tout, mais qu'ils se tiennent en retrait. Ils les testent, les poussent, les provoquent. Et quand ils ne réagissent pas, ils s'engouffrent. Le solitaire se retrouve alors piégé dans une relation dont il comprend parfaitement les mécanismes, mais qu'il n'arrive pas à quitter. Il souffre d'avoir vu trop tôt et d'avoir agi trop tard. Ce paradoxe est cruel. Être éveillé, mais sans bouclier. Voir, mais ne pas fuir. Savoir, mais ne pas se sauver. Pour sortir de ce piège, il faut transformer la lucidité en stratégie. Il faut passer de l'observation à la protection. Il faut apprendre à dire non, à couper court, à s'absenter sans justification. L'intelligence émotionnelle ne suffit pas si elle n'est pas suivie d'une action concrète. Car dans le monde réel, ce ne sont pas les plus conscients qui survivent, mais ceux qui savent poser des actes clairs. Savoir est une lumière. Agir est un rempart. Le troisième paradoxe intime qui nourrit l'emprise, c'est désirer l'amour tout en méprisant le besoin. Le solitaire se construit souvent dans un monde intérieur si vaste qu'il finit par rejeter toute forme de dépendance. Il veut aimer, mais ne pas avoir besoin. Il veut être choisi, mais jamais vulnérable. Il veut la connexion, sans l'attente. Ce paradoxe crée une tension émotionnelle intense, car l'amour par nature implique le risque, l'attachement, l'ouverture. Le solitaire, blessé par le passé, a appris à se suffire à lui-même. Mais au fond, il aspire encore à une relation vraie. Cette contradiction crée un vide que les toxiques repèrent immédiatement, car ils savent offrir une forme d'amour qui flatte cette indépendance. Ils se montrent fascinés, respectueux, admiratifs, jusqu'à ce que tu t'ouvres. Et une fois cette ouverture faite, ils installent lentement la dépendance affective, sans que tu ne la vois venir. Tu crois être encore maître de toi, mais tu deviens peu à peu dépendant de leur présence, de leurs absences, de leur validation. Le paradoxe devient un piège. Tu refuses d'avoir besoin, mais tu donnes tout. Tu affirmes ta liberté, mais tu t'adaptes. Tu dis que tu peux partir, mais tu restes. L'âme solitaire se perd alors dans une lutte intérieure permanente. Elle veut aimer sans être vulnérable, et elle devient vulnérable en voulant aimer. Les toxiques savent jouer de cette faille. Ils offrent juste assez d'affection pour te faire rester, mais jamais assez pour te rassurer. Et toi, tu t'accroches, car tu veux prouver que tu n'as besoin de personne. Ce besoin d'indépendance devient alors la corde invisible qui t'attache. Pour sortir de ce paradoxe, il faut réconcilier l'amour avec la vulnérabilité. Accepter que l'amour réel implique le besoin, l'attente, le risque. Et comprendre que ce n'est pas le besoin qui fragilise, mais le fait de le nier. Ce n'est pas l'ouverture qui détruit, mais l'absence de limite. Le quatrième paradoxe intime qui nourrit l'emprise, c'est chercher la profondeur, mais tomber dans l'intensité toxique. Le solitaire ne supporte pas la superficialité. Il fuit les relations fades, les conversations creuses, les présences sans âme. Il cherche du vrai, du dense, du transformant. Mais cette quête de profondeur le rend vulnérable à ceux qui savent imiter l'intensité. Car dans les premiers instants, il est difficile de distinguer une âme profonde d'un esprit manipulateur. Les deux sont intenses, les deux sont captivants, les deux regardent dans les yeux, les deux parlent de blessures, de sens, de transcendance. Et le solitaire, avide de connexion réelle, croit avoir trouvé enfin une correspondance. Il s'investit, il se livre, il s'attache. Mais il ne sait pas encore que cette intensité est un outil, pas un langage. Il est en face d'un stratège, pas d'un frère d'âme. Et lorsque l'emprise commence, il est déjà trop lié, car l'intensité émotionnelle devient sa drogue. Même si elle le détruit, elle lui donne l'impression de vivre. Il confond l'agitation intérieure avec la passion. Il confond les hauts et les bas avec la profondeur. Il pense que souffrir prouve la vérité du lien. Et c'est là que les toxiques gagnent. Car ils entretiennent le chaos comme preuve d'authenticité.
il déclenche des tempêtes, puis joue les sauveurs. Et le solitaire, perdu dans cette oscillation, s'attache encore plus. Il croit que cette violence est le prix de l'amour réel. Mais ce n'est pas de la profondeur, c'est une spirale. Ce n'est pas du lien, c'est une captivité. Pour s'en libérer, il faut apprendre à distinguer l'intensité qui élève de celle qui consume. La profondeur ne fait pas mal. Elle calme, elle éclaire, elle révèle. L'âme solitaire doit apprendre que l'intensité n'est pas toujours un signe de vérité. Parfois, c'est un piège lumineux, conçu pour séduire les cœurs sincères. Le 5e paradoxe intime qui nourrit l'emprise, c'est vouloir comprendre l'autre tout en s'oubliant soi. Le solitaire est un explorateur de l'âme humaine. Il aime comprendre les mécanismes cachés, les blessures anciennes, les comportements étranges. Il cherche la racine, l'origine, le pourquoi. Mais cette quête de compréhension peut vite se transformer en oubli de soi. Face à une personne toxique, il ne se demande pas d'abord « Est-ce bon pour moi ?» Il se demande « Pourquoi agit-elle ainsi ?» Il se perd dans les causes, les traumatismes, les justifications. Il donne 1000 excuses à l'autre et aucune à lui-même. Il se sacrifie sur l'autel de l'empathie. Il endure parce qu'il comprend. Il pardonne parce qu'il voit plus loin. Mais pendant qu'il creuse dans les ténèbres de l'autre, il abandonne sa propre lumière. Il ne pose plus de limites parce qu'il a peur de juger trop vite. Il reste parce qu'il veut guérir, réparer, accompagner. Mais il oublie que tout le monde ne cherche pas à se guérir, que certains veulent seulement contrôler, exploiter, dominer. L'âme solitaire doit comprendre que l'empathie sans lucidité est une trahison envers soi-même. Comprendre n'oblige pas à rester. Aimer n'oblige pas à se taire. Accompagner ne justifie pas de s'oublier. Il faut apprendre à poser une frontière claire entre ce qui est compréhensible et ce qui est acceptable, car tout n'est pas justifiable, et tout ce qui s'explique ne se tolère pas. Si tu veux t'aimer vraiment, il faudra cesser de vouloir toujours tout comprendre. Le 6e paradoxe intime qui nourrit l'emprise, c'est vouloir être vu tout en restant caché. L'âme solitaire ne cherche pas la foule, mais elle espère secrètement qu'une seule personne puisse la voir telle qu'elle est. Elle se tient à distance du monde, mais elle rêve qu'un regard sincère traverse ses murs sans les forcer. Elle se protège derrière des silences, tout en espérant qu'un autre entende ses battements intérieurs. Ce désir de reconnaissance profonde, s'il n'est pas assumé, devient une faille, car les personnes toxiques savent détecter ce besoin enfoui. Elles t'observent, elles attendent, elles te donnent exactement ce que tu veux. Une attention particulière, un regard intense, une parole qui semble te révéler. Et là, tu t'ouvres. Tu crois avoir été vu. Tu te dévoiles, avec prudence d'abord, puis avec espoir. Mais ce que tu crois être une révélation est en réalité un piège. Car une fois que tu es à découvert, l'autre change. Il se sert de ta vérité pour te manipuler, pour appuyer là où ça fait mal, pour te garder sous contrôle. Et toi, tu restes. Parce que tu veux encore croire que c'était réel, que ce regard n'était pas un mensonge, que cette reconnaissance n'était pas une stratégie. Le paradoxe est cruel. Tu veux être vu, mais tu as peur d'être pris. Tu veux être connu, mais tu refuses d'être fragile. Tu espères qu'on te découvre, mais tu caches les clés. Et cette ambivalence, les toxiques la brisent avec précision. Ils entrent par la faille du besoin non assumé. L'âme solitaire doit comprendre que se cacher pour être deviné est un jeu dangereux. Que la vraie reconnaissance commence par soi. Qu'il vaut mieux s'exposer avec force que se dévoiler à demi aux mauvaises personnes. Car l'ombre aime ce qui tremble. Elle entoure ce qui hésite. Elle épouse ce qui attend, sans oser demander. Et toi, écris en commentaire « Je veux être vu sans être possédé ». Car là commence la vraie libération. Le 7e paradoxe intime qui nourrit l'emprise, c'est croire en la bonté tout en pressentant la noirceur. Le solitaire a cette étrange foi en l'humain. Malgré les blessures, les trahisons, les humiliations, il continue de croire qu'au fond, chacun porte une lumière. Cette foi l'élève, le rend noble, le pousse à pardonner, à espérer, à tendre la main.
Mais cette même foi le rend aussi vulnérable. Car il voit les signaux d'alerte, il ressent l'incohérence, il pressent le danger, et pourtant il persiste. Il se dit que l'autre changera, qu'il faut du temps, qu'il suffit d'aimer mieux, plus fort, plus justement. Il sacrifie sa lucidité sur l'autel de l'espoir. Il ferme les yeux, il rationalise, il attend, et c'est là que l'emprise s'installe. Les personnalités toxiques aiment ceux qui croient encore en la bonté, car ils savent qu'ils auront toujours une seconde chance, une explication, une excuse, un sursis. Le solitaire devient alors complice de sa propre douleur. Il justifie ce qui devrait être dénoncé. Il protège ce qui devrait être écarté. Il nourrit ce qui le ronge. Ce paradoxe est le plus douloureux. Croire au bien tout en vivant le mal. Espérer en la lumière tout en étant plongé dans l'ombre. Le solitaire vit dans une dissonance constante. Son cœur dit oui, sa conscience dit non. Et il choisit souvent le cœur. Mais le cœur, sans discernement, devient un traître. Il aime ce qui l'abîme, il sauve ce qui le détruit. L'âme solitaire doit apprendre à faire confiance à son instinct autant qu'à sa foi, à reconnaître que la bonté n'est pas un masque universel, que certains sourires cachent des crocs, que certaines fragilités sont des appâts. Il ne s'agit pas de devenir cynique, il s'agit de devenir lucide. La foi en l'humain ne doit pas tuer la foi en soi, car parfois, pour préserver la lumière, il faut cesser de croire que tout peut être sauvé. Même les ténèbres savent dire « je t'aime » quand elles veulent te garder dans leur nuit. Il ne suffit pas de comprendre l'emprise pour s'en libérer. Il faut des gestes concrets, des décisions froides, des ruptures invisibles. Chaque acte posé en silence est une reconquête de ton territoire intérieur. Tu ne rends plus de compte à l'ombre. Tu t'appartiens. Voici 7 actes que tu dois poser pour redevenir le seul roi de ton espace mental. Le premier acte que tu dois poser pour redevenir souverain, c'est de décréter ton seuil de tolérance. Tant que tu laisses les autres décider à quel moment ils te blessent, tu ne gouvernes rien. Il ne suffit pas de dire stop après la tempête. Il faut fixer le seuil avant que la tempête ne commence. Ce seuil, c'est une frontière sacrée. Il ne dépend ni des intentions de l'autre, ni des circonstances, ni de ta fatigue. Il est clair, tranchant, non négociable. Mais pour l'imposer, il faut d'abord le connaître. Tu dois observer les moments où tu t'es senti violé intérieurement, manipulé sans comprendre, aspiré sans consentement. Note-les. Décrypte les signaux faibles, un ton, un regard, un sous-entendu. Ce sont eux qui t'indiquent le point de bascule. Une fois identifié, tu fais le serment intérieur de ne plus jamais le franchir. Ce serment est silencieux, mais total. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta limite. Tu l'incarnes. Tu quittes sans bruit, tu coupes sans drame, tu refuses sans justification. Plus tu affirmes ton seuil, plus ton aura devient imprenable. Car les manipulateurs n'aiment pas ce qu'ils ne peuvent franchir. Ils s'attaquent à ceux qui flottent. Ils ignorent ceux qui tracent. Et si tu ne traces rien, ils construiront à ta place. Ce premier acte est un acte de séparation. Il distingue ce que tu acceptes de ce que tu refuses, ce que tu pardonnes de ce que tu exclus, ce que tu attends de ce que tu ne toléreras plus. C'est une ligne intérieure, dessinée par ta conscience, gardée par ta lucidité et défendue par ton silence. Si tu veux redevenir souverain, tu dois commencer par te redéfinir. Et la première brique de ce royaume intérieur, c'est ton seuil. Le deuxième acte que tu dois poser pour redevenir souverain, c'est de pratiquer le détachement émotionnel tactique. Le piège des relations toxiques ne se referme jamais d'un coup. Il se tisse dans le temps, par les fils invisibles de l'émotion. L'attachement se construit dans les silences partagés, les souvenirs empoisonnés, les gestes qui semblaient vrais. Tu te crois lucide, mais ton corps se souvient. Tu sais qu'il faut partir, mais ton cœur reste lié. C'est là que tu dois intervenir avec froideur. Le détachement émotionnel n'est pas une fuite, c'est une technique. Tu ne te coupes pas de ton humanité. Tu reprends le contrôle de ton lien. Tu décides de qui peut encore t'atteindre. Pour cela, tu dois cesser de nourrir l'image de l'autre. Ne rejoue plus les scènes. Ne relis plus les messages. Ne cherche plus de réponses. L'obsession est une chaîne. Chaque souvenir répété renforce la cage.
Tu dois remplacer l'évocation émotionnelle par une posture stratégique. Chaque fois que l'autre te revient à l'esprit, tu ne l'accueilles pas. Tu le neutralises. Tu n'analyses plus, tu ne comprends plus, tu ne sauves plus. Tu observes, puis tu rejettes. Cela demande de la discipline, cela demande de la répétition. Mais c'est ainsi que l'on libère un esprit prisonnier. Tu dois t'imposer une diète mentale. Comme on prive un parasite de nourriture, tu prives l'attachement de répétition. Tu ne vis plus dans ce lien. Tu l'exorcises. Tu retrouves ta place dans ton propre centre. Et plus tu te détaches, plus l'autre s'efface. Car l'emprise ne survit que par l'émotion. Dès que tu redeviens froid, l'ombre se retire. Le détachement émotionnel n'est pas de la cruauté, c'est de la guérison. Tu ne le fais pas contre l'autre, tu le fais pour toi. Tu retires le poison de ton sang. Tu redeviens maître de ton espace intérieur. Et dans ce silence, tu retrouves une paix que personne ne pourra plus te voler. Le troisième acte que tu dois poser pour redevenir souverain, c'est d'effacer ton profil énergétique. Chaque personne projette une signature invisible. Un mélange de regards, d'attitudes, de vibrations, de langage. Le solitaire, par sa profondeur et sa rareté, attire souvent sans le vouloir. Son silence intrigue, sa lucidité fascine, sa différence appelle. Mais cette aura devient une cible si elle reste accessible. Les personnalités toxiques savent lire les énergies non protégées. Elles flairent les failles, les besoins, les contradictions. Et elles s'y accrochent. C'est pourquoi tu dois devenir opaque. Tu dois effacer ta lumière visible sans éteindre ta lumière réelle. Cela commence par le retrait stratégique. Moins tu te montres, plus tu es libre. Ne raconte plus ta vie. Ne partage plus tes douleurs avec ceux qui n'ont rien prouvé. Ne montre pas ta sagesse à ceux qui veulent t'en profiter. Tu ne dois plus être lisible, tu deviens un territoire fermé. Tu parles moins, mais tu observes plus. Tu offres moins, mais tu vois plus loin. Tu es cordial, mais distant. Présent, mais insaisissable. Et surtout, tu purifies ton énergie. Cela signifie plus de dépendance affective, plus de projection émotionnelle, plus de culpabilité. Tu te recentres, tu passes inaperçu, tu n'éveilles plus l'envie ni l'appât, tu n'es plus une proie, tu es un vide stratégique. Les esprits toxiques n'aiment pas ce qu'ils ne peuvent interpréter, ils fuient ce qu'ils ne peuvent cataloguer. Ton pouvoir commence là, dans ton invisibilité choisie. C'est une forme de disparition volontaire, sans fuite ni peur. Tu es là, mais tu n'es plus accessible. Et dans ce retrait, tu redeviens souverain. Tu ne donnes plus à l'extérieur ce qui t'affaiblit. Tu gardes ton or à l'intérieur. Tu deviens un secret vivant, une force tranquille, une présence inviolable. L'ombre ne te reconnaît plus. Elle passe son chemin. Le quatrième acte que tu dois poser pour redevenir souverain, c'est de reconstruire ton identité en dehors de la blessure. Lorsque tu vis une relation toxique, tu finis par te définir à travers elle. Tu deviens celui qui a souffert, celui qui a été manipulé, celui qui a tout donné. Ton histoire se cristallise autour de la douleur. Et cette cristallisation devient une prison. Car même si tu t'en sors, tu continues de vivre dans la mémoire de ce que tu as subi. Tu racontes ta blessure, tu l'analyses, tu la partages. Mais tu oublies de redevenir. Ta souveraineté commence quand tu cesses de te voir comme une victime. Pas en niant la souffrance, en refusant qu'elle te définisse. Tu n'es pas ce que l'autre t'a fait. Tu es ce que tu décides de devenir après. Pour cela, il faut reconstruire une identité indépendante de l'emprise. Cela passe par des actes simples mais radicaux. Changer de lieu, de posture, de narration. Tu parles autrement, tu te tiens autrement. Tu n'es plus celui qui cherche à comprendre. Tu es celui qui avance. Tu écris une autre histoire, une autre version de toi. Chaque jour, tu ajoutes une brique à ton royaume intérieur. Une décision claire, une habitude neuve, une parole juste. Tu te libères du passé par le futur. Tu ne laisses plus la blessure diriger ton regard. Tu ne t'identifies plus à la douleur. Tu redeviens auteur. Et plus tu redeviens auteur, plus tu éteins l'ombre. Car elle ne peut survivre que si tu continues de la nourrir par ton récit. Elle s'éteint dans l'oubli, dans la renaissance, dans la construction. Tu ne dois pas seulement t'éloigner, tu dois te recréer. C'est ça,
être souverain, écrire ton nom dans une langue que l'autre ne peut plus lire. Le 5e acte que tu dois poser pour redevenir souverain, c'est d'ensevelir le besoin d'explication. L'un des pièges les plus profonds de l'emprise, c'est ce besoin irrépressible de comprendre pourquoi. Pourquoi l'autre a menti, pourquoi il a changé, pourquoi il a détruit ce qu'il avait construit. Ce besoin est humain, mais il devient une chaîne, car il te lie à ce que tu veux fuir. Il maintient ton esprit dans une boucle sans fin. Chaque tentative de réponse devient un retour en arrière. Chaque hypothèse réveille le lien. Et chaque souvenir relance l'attachement. Tu dois tuer ce besoin, le brûler, l'ensevelir. Car la vérité que tu cherches n'existe pas toujours. Ou si elle existe, elle ne te sauvera pas. L'explication n'efface pas la trahison. Elle ne rend pas le calme. Elle ne soigne pas. Elle prolonge. Elle justifie. Elle prolonge le contact, même à distance. Tu crois avancer, mais tu creuses le sol de la cage. C'est pourquoi tu dois trancher. Tu ne seras peut-être jamais. Tu ne comprendras peut-être jamais. Et c'est là que tu redeviens libre. Car la souveraineté commence quand tu renonces à être en paix avec le passé. Tu n'as pas besoin de clôture. Tu as besoin de silence. Et ce silence, tu le choisis. Tu dis, j'arrête de chercher. Tu coupes le fil. Tu refuses d'ouvrir encore une fois le dossier. Tu débranches ton esprit de cette obsession. C'est brutal. C'est froid. Mais c'est pur. Car tu comprends enfin que la réponse la plus puissante, c'est l'indifférence. Et que l'explication, parfois, est un luxe que ton âme ne peut plus se permettre. Le 6e acte que tu dois poser pour redevenir souverain, c'est de retirer ta lumière des lieux où elle n'est pas honorée. L'âme solitaire a souvent cette capacité rare de réchauffer les lieux froids, d'élever les esprits confus, d'apaiser les tensions invisibles. Sa seule présence apporte de la clarté. Mais cette lumière, lorsqu'elle est offerte à des cœurs ingrats ou manipulateurs, devient une offrande gaspillée. Et plus elle est gaspillée, plus elle se flétrit. Les personnes toxiques vivent de cette lumière sans jamais la reconnaître. Elles la prennent comme un dû, comme un droit. Et toi, tu restes, croyant qu'un jour, ils comprendront ce qu'ils ont reçu. Mais ils ne comprendront pas. Car ils ne veulent pas comprendre. Ils préfèrent consommer, posséder, aspirer. Ils t'aimeront pour ce que tu leur donnes, jamais pour ce que tu es. Et pendant ce temps, tu t'éteins. Tu doutes de toi. Tu remets en question ta valeur. Tu crois que si ta lumière ne suffit pas à changer l'autre, c'est qu'elle n'est pas assez pure. Mais ce n'est pas ta lumière le problème. C'est l'endroit où tu l'as déposée. Si tu veux redevenir souverain, tu dois la retirer. Ce retrait n'est pas une punition, c'est une protection. Tu ne brilles plus pour ceux qui ne voient pas. Tu ne consoles plus ceux qui détruisent. Tu ne t'offres plus à ceux qui te dévorent. Tu réserves ta lumière à ceux qui savent s'en émerveiller. Et si pour cela tu dois marcher seul, alors tu marches seul. Car il vaut mieux une solitude lumineuse qu'une compagnie obscure. L'acte de souveraineté, ici, c'est de choisir où tu places ton feu. Et de savoir l'éteindre aux yeux de ceux qui ne l'ont jamais mérité. Écris en commentaire. Je retire ma lumière des lieux qui l'éteignent. Et si cette vidéo t'a parlé, partage-la. Quelqu'un, quelque part, vit dans l'ombre en pensant que c'est normal. Il mérite de savoir qu'on peut s'en extraire. Le 7e acte que tu dois poser pour redevenir souverain, c'est de recréer un silence intérieur inviolable. Après la violence psychique, après les relations toxiques, après l'orage, l'âme reste bruyante. Les voix continuent, les souvenirs tournent, les jugements résonnent. Même seul, tu entends encore l'autre en toi. Tu revis les scènes, tu anticipes les attaques, tu réponds à des absents. C'est là que tu réalises que la véritable souveraineté ne commence pas dehors, mais dans le silence. Et ce silence, il ne vient pas en fuyant. Il vient en reconstruisant ton sanctuaire intérieur. Tu dois décider que certaines pensées n'entrent plus. Tu ne dialogues plus avec ce qui t'a blessé. Tu ne réponds plus à ce qui t'a diminué. Tu observes, tu laisses passer, tu purifies. Chaque jour, tu protèges ce silence comme un roi protège son temple. Tu choisis ce que tu écoutes. Tu choisis ce que tu crois.
Tu choisis ce que tu fais entrer, et tout ce qui ne nourrit pas ta paix est rejeté. Tu crées un rituel, peut-être un moment sans écran, un temps dans la nature, un instant de parole vraie avec toi-même. Tu retrouves ton souffle, ta fréquence, ton propre rythme. Tu éteins la voix de l'autre et tu écoutes la tienne. Lentement, tu reviens. Lentement, tu redeviens le maître de ton royaume intérieur. Et dans ce royaume, il n'y a plus de place pour ceux qui crient, plus de place pour ceux qui mentent, plus de place pour ceux qui prennent. Il n'y a que toi, ton souffle, et la paix retrouvée. Ce dernier acte n'est pas un geste vers l'extérieur. C'est une déclaration à l'intérieur. Plus personne ne crie chez moi. Tu refermes les portes, tu rallumes ton feu, et tu restes, non pas dans l'isolement, mais dans la souveraineté. Celle qui fait que désormais, même seul, tu n'es plus jamais vulnérable. Tu croyais être protégé par ta solitude. Tu pensais qu'en te retirant du vacarme, tu serais à l'abri des pièges. Mais la vérité que tu viens d'entendre, c'est que le silence attire autant qu'il protège, qu'il est une lumière pour ceux qui vivent dans l'ombre, et que les âmes toxiques, rusées, affamées, expérimentées, savent détecter ceux qui s'écartent du troupeau, non pas pour les comprendre, mais pour les posséder. Ce que tu viens de découvrir n'est pas une vérité confortable, ce n'est pas un message doux, c'est un appel à la vigilance absolue, à la lucidité glacée, à la reconstruction d'un territoire intérieur que plus personne ne pourra pénétrer sans ton autorisation. Car au fond, l'enjeu n'est pas d'éviter les manipulateurs. Ils seront toujours là. L'enjeu, c'est de devenir illisible pour eux, indéchiffrable, inatteignable. Tu ne dois plus être ce solitaire ouvert, transparent, espérant qu'un jour on reconnaisse ta lumière. Tu dois devenir cet être fermé, stratégique, maître de ses seuils, gardien de ses énergies, souverain de son espace mental. Tu n'as pas à justifier ton éloignement. Tu n'as pas à expliquer tes limites. Tu n'as pas à rendre compte de ton retrait. Ceux qui te respectent n'ont pas besoin d'explication. Et ceux qui l'exigent n'ont pas le droit d'entrer. C'est ainsi que se reconstruit la paix véritable. Non pas en fuyant les autres, mais en devenant imperméable à ce qui blesse. Non pas en criant sa douleur, mais en transformant cette douleur en bouclier invisible. Tu as le droit d'aimer sans te perdre. Tu as le droit d'être profond sans être captif. Tu as le droit d'espérer sans être naïf. Tu as le droit de marcher seul, sans être vulnérable. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais un aimant à poison. Tu seras un champ magnétique purifié, celui que l'ombre n'approche plus, car elle y brûle. Celui que les toxiques contournent, car ils y perdent leur pouvoir. Et rappelle-toi, ta lumière n'est pas faite pour ceux qui la consument, elle est faite pour ceux qui la reconnaissent, la respectent et l'illuminent avec la leur.